Mes chers camarades, bien le bonjour. J'ai pour habitude de dire qu'on trouve l'histoire à chaque coin de rue. Et si on extrapole un petit peu, on peut même dire à chaque coin de route. En France, il y a près de 300 000 ponts, ça fait presque un pont tous les 2 km, c'est énorme. Et ces réseaux qu'on a construits il y a parfois assez longtemps, eh bien il faut qu'ils évoluent avec notre société moderne. Vous vous doutez bien qu'à l'époque, au Moyen-Âge, il n'y avait pas des camions de 40 tonnes qui passaient sur ces ponts. Alors, comment on fait pour préserver ce patrimoine et en même temps les adapter à nos sociétés contemporaines? Eh bien, je suis ici dans le parc du château de Chantilly à l'initiative de la FNTP, la Fédération Nationale des Travaux Publics, et de la construction par le 3CA BTP. Et j'ai justement un exemple typique qui va nous permettre d'y voir plus clair sur ces enjeux. Le château de Chantilly a une histoire qui remonte au Moyen-Âge, lorsque Guy de Senlis, bouteiller de Louis VI, a fait construire une forteresse au XIe siècle. Au fur et à mesure, il a été agrandi, reconstruit et embelli par différentes familles aristocratiques, notamment les Montmorency, les Condé et les Bourbon-Condé. C'est sous la direction des Condé, une branche cadette de la famille royale, que le château de Chantilly a pris son aspect actuel. Au XVIIe siècle, le prince de Condé, un grand amateur d'art et de culture, entreprit de transformer le château en un véritable joyau de l'architecture française. Pour ça, il fait appel aux plus grands artistes de l'époque, tels que Lenôtre et Lebrun, pour embellir le château et ses jardins. Et là, on arrive à la partie qui nous intéresse. André Lenôtre saisit l'occasion pour métamorphoser le cours d'eau de la Nonette, qui court d'est en ouest, à partir de 1663, à la demande du prince Louis II de Bourbon-Condé, également connu sous le nom du Grand Condé. À l'époque, ici, c'est une vallée marécageuse qu'on qualifie de terrain de chasse aux canards, d'où le nom de quartier de Canardière. Ces marais ont été assainis lors des travaux d'aménagement. Le but principal était de magnifier le domaine et de créer un paysage grandiose, conforme aux idéaux de l'époque des jardins à la française. Parmi tous les jardins conçus par André Lenôtre, Chantilly était son préféré. De 1671 à 1673, André Lenôtre entreprend donc un projet ambitieux. Déplacer le lit mineur de la rivière Nonette d'une centaine de mètres vers le nord, créant ainsi le célèbre Grand Canal afin d'aménager le parc. Mesurant au total 2,5 km de longueur sur 60 mètres de largeur, ce canal majestueux commence au Grand Rond, à l'est du parc, puis traverse le domaine en passant devant le château avant de poursuivre sa route vers l'ouest jusqu'à la Grande Écluse, où il se jette soit dans la Nonette, soit dans le canal de la Machine. Ici, tous les éléments ont été pensés de manière complémentaire pour créer un lieu à la fois esthétique et fonctionnel. L'objectif, c'était vraiment d'en mettre plein les yeux aux invités qui venaient rendre visite au prince de Condé. On peut dire que le domaine est littéralement en symbiose avec l'eau. Pour rendre le domaine accessible, plusieurs ponts ont été construits au fil des siècles. Forcément, ils ont évolué pour s'adapter à la modernité. Aujourd'hui, des travaux sont prévus pour restaurer ces ponts, les entretenir et préserver leur histoire. Car au fil des siècles, même avec un entretien régulier, ils finissent par se détériorer. Il est donc crucial de les préserver car ils font partie intégrante de l'histoire de ces canaux qui confèrent cette grandeur si particulière au domaine de Chantilly. Donc juste à côté du Grand Canal, on a travaillé il y a quelques années désormais pour la restauration du pont. À la base, c'est une digue qui s'est transformée en pont, puis en autre pont et encore en autre pont. On est sur une histoire qui date de plusieurs siècles désormais, où lequel l'homme a adapté l'ouvrage en fonction de ses besoins. À la base, le pont qui nous intéresse aujourd'hui, c'était une digue. Mais depuis, il a bien changé. Les nombreuses cartes indiquent que la digue était percée de 3 travées au début du XVIIIe siècle. Mais à la fin du siècle, une seule travée subsistait, bien que la toponymie de l'époque garde le souvenir des autres. Au début du XXe siècle, le pont qui reliait les deux parties de la digue et permettait de franchir la Nonette semble être constitué d'une travée métallique, comme l'indiquent les photos des travaux en 1932. En juin 1940, l'ouvrage est détruit lors de faits de guerre. Un marché de reconstruction du tablier et des piles à l'identique a été conclu avec l'entreprise Leca. La travée centrale est reconstruite en béton armé suivant l'exemple des 3 autres. La base de construction de 1932 est conservée. Aujourd'hui, ce pont à poutres en béton armé compte 4 travées de 27 mètres de longueur. 3 des travées sont masquées par des parements maçonnés, semblables à ceux de la digue qui entoure l'ouvrage.
Les piles et les culées reposent sur un radier général fondé sur des pieux à vis. Tout est en béton armé, y compris les pieux. Et voilà, en gros, 3 ponts pour le prix d'un. Ce type de pont, effectivement, est un millefeuille parce qu'on a plusieurs époques qui se succèdent. Donc, effectivement, il y a plusieurs systèmes de construction, complexes de construction qui sont là. On n'est pas sur du gros terrassement, on est sur on va y aller à la petite cuillère. C'est plus de l'archéologie. On va aller chercher, essayer de comprendre comment c'était fait, essayer de comprendre ce qui est important, de laisser ce qui est important, donc de s'adapter et d'adapter ce qui était le projet qui était initial par rapport à ce qu'on trouve. Cette intervention qu'on a fait permet effectivement à l'ouvrage de durer beaucoup plus longtemps. On aurait pu attendre 10-15 ans avant d'intervenir. Par contre, les réparations auraient été bien différentes, auraient duré bien plus longtemps et auraient coûté bien plus d'argent aux contribuables. Le pont du Grand Canal est un formidable prétexte à ouvrir le champ de la discussion. Aujourd'hui, en France, de nombreux ponts sont dans un état avancé de détérioration et donc il faut prendre des mesures rapides pour préserver les ouvrages existants et permettre leur utilisation dans le temps avant qu'ils ne représentent un danger. Personnellement, j'habite à Tours et même si j'étais pas né, dans la ville, tout le monde se souvient du célèbre pont Wilson qui s'est écroulé en 1978 alors qu'il ne présentait pas de signe de faiblesse. Je trouve ça plutôt rassurant de pouvoir se poser cette question de la rénovation des ponts pour éviter les catastrophes futures. Grâce au plan pont qui a été décidé par le gouvernement, on connaît un peu mieux l'état de nos ouvrages d'art en France. On a à peu près 250 000 ponts routiers et 50 000 ponts du réseau ferré. Et sur les ponts routiers, on estime qu'on a 70 000 ponts qui sont en mauvais état, qui peuvent présenter des risques de sécurité. Le problème d'étanchéité au niveau d'un ouvrage, effectivement, c'est quelque chose qu'on a très régulièrement. Donc c'est une pathologie qui est visible sur beaucoup d'ouvrages, sur lesquels il faut être vraiment spécialiste pour comprendre les problèmes et qui va y avoir des répercussions sur quasiment tout type d'ouvrage. Les métalliques, ça va rouiller. Ceux qui sont en béton armé, béton précontraint, ça va rentrer dans le béton et ça va altérer les aciers. Et les bétons en maçonnerie, ça va altérer tout ce qui va être effectivement rejointement, etc. Donc, engendrer des problèmes de poussée. On a ce problème-là de manière très générique. Ce qu'il y a de particulier sur des ouvrages comme ça, c'est que plus l'ouvrage est ancien, plus il a été modifié, et plus on sait en arrivant qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et plus il faut s'adapter. Alors c'est plus compliqué de réparer un pont historique, en le sens où ça a été construit à d'autres époques, avec d'autres normes et avec des matériaux qu'on n'utilise plus. Aujourd'hui, on n'a plus les moyens de faire des ponts en pierre. Et du coup, il faut s'adapter aux réglementations de l'époque. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus sur du standard parce que les réglementations sont plus strictes. Alors, respecter l'identité du patrimoine dépend essentiellement de base de la volonté de la maîtrise d'ouvrage. Donc là, à ce niveau-là, le conseil départemental a souhaité conserver la nature du pont, a souhaité le mettre en avant, a souhaité le mettre en valeur. Donc ça, c'est quelque chose qui est primordial, c'est-à-dire que derrière nous, entreprises, on intervient pour répondre à un cahier des charges. Donc à partir du moment où le cahier des charges est fixé, nous, on n'a qu'à le suivre. Donc de base, c'est au niveau de la maîtrise d'ouvrage de mettre en place les bonnes décisions. Et après, c'est venir avec les bonnes entreprises, faire en sorte de contrôler les travaux, faire en sorte qu'ils soient bien réalisés et mettre des matériaux de valeur pour pouvoir mettre en valeur notre patrimoine, tout simplement. On le voit bien, travailler sur ces questions, c'est vraiment pas du gâteau, d'autant qu'on a pas mal d'autres paramètres qui vont rentrer en ligne de compte. Parce que oui, c'est du patrimoine, oui, c'est de l'histoire, mais ce pont du Grand Canal, il est encore utilisé quotidiennement par les usagers parce qu'il se trouve sur une route départementale. Alors comment on fait pour mener à bien un tel chantier sans mettre la pagaille dans le voisinage ? Alors c'est un pont qui est il supporte une route départementale, donc c'est un pont qui est utilisé à grande échelle par les véhicules pour pouvoir livrer le château, mais également par des piétons pour pouvoir relier la ville avec le château. Tout pont demande une surveillance particulière. Effectivement, plus le trafic est intense, plus le pont va être à surveiller. Une utilité qui est comme somme toute classique, c'est-à-dire de supporter des voitures, des camions et des piétons. Ce chantier, effectivement, qui va durer 5 mois, va engendrer beaucoup de difficultés au niveau des usagers. Donc on a les usagers qui sont effectivement les usagers de la route. Pour eux, une déviation est mise en place. Donc derrière, pour avoir une meilleure acceptabilité, il faut faire une grande communication. Par rapport à ça, la déviation était bien trop importante pour les piétons et les cyclistes. C'est une contrainte qu'on retrouve souvent dans la réparation des ouvrages d'art, c'est que l'ouvrage doit continuer autant que faire se peut à être exploité. Et du coup, pour permettre le passage des piétons, on a été amené à faire
un pont provisoire qui permettait de contourner l'ouvrage pour les piétons et de maintenir cette circulation qui était indispensable. Quand on parle d'un pont, là on est autour de l'eau. L'eau on doit vivre avec, donc on doit réussir à l'enlever pour pouvoir accéder à des zones qui sont non visibles mais sur lesquelles on a souvent des pathologies. On le voit, un pont, c'est un élément vital du paysage. Sans pont, on ne communique pas, on ne se déplace pas, on reste chacun chez soi, isolé d'un côté et de l'autre de la rive. C'est quand même assez triste. Et c'est pourquoi, depuis le début de notre histoire, finalement, les ponts sont aussi importants que nos maisons. Parce qu'une bonne maison, il faut des fondations solides et un toit pour se mettre à l'abri. Alors si on rénove nos maisons pour les faire durer dans le temps, eh bien il faut faire la même chose pour les ponts. Dans l'époque actuelle où on est vraiment dans une société dans laquelle l'écologie prend une part essentielle dans notre réflexion, vaut mieux réhabiliter que de reconstruire. Ça demande moins de matériaux, ça demande moins de moyens, c'est beaucoup plus de l'artisanat, donc c'est quelque chose qui va demander un vrai savoir-faire et sur lequel prendre un pont comme celui-ci, de le remettre en état, quelque chose qui a été construit il y a 300 ans, participer à sa rénovation et lui permettre de lui redonner encore à nouveau quelques années de vie, c'est quelque chose qui est essentiel, qui est extraordinaire. En France, on a un patrimoine qui est extraordinaire, donc on est dans un cadre magnifique, donc on a le château de Chantilly, mais on a tout ce qui est à côté, donc on a vraiment, dans le pont, dans l'ouvrage d'art en particulier, on a aussi en France un patrimoine qu'il faut conserver, et c'est avec une grande fierté que j'y travaille. Ouais. Donc la FNTP, c'est le syndicat qui fédère tous les travaux publics et qui nous représente au niveau des instances nationales, qui va régir aussi les normes, les qualifications professionnelles de chacun. C'est important d'avoir un syndicat, ça permet de ne pas faire n'importe quoi, ça permet d'être connu et reconnu, ça permet d'avoir des agréments, de se dire voilà, le syndicat va nous donner des agréments propres, c'est-à-dire de dire cette société est capable d'eux, ça permet aussi de le gérer, d'éviter d'avoir une multitude de sociétés qui font n'importe quoi sur certains sujets. Ça permet aussi d'être représenté aux plus hautes instances de l'État et d'avoir un discours commun, donc c'est primordial. Rénover, c'est préserver le patrimoine et c'est pas toujours facile. Mais maintenant, vous savez que c'est une mission très importante. N'hésitez pas à partager cet épisode pour répondre à la bonne parole, à nous laisser un petit commentaire et pourquoi pas à envisager Chantilly pour les vacances, vous le verrez, c'est très sympa. Salut!